Pour terminer cette belle matinée, au GPF, on aime bien le mélange des genres et on a eu l'idée de faire intervenir conjointement et une maman et une professionnelle de santé, infirmière coordinatrice en l'occurrence. Et on leur a demandé quelles étaient les collaborations qu'elles mettaient en place pour faire en sorte que l'enfant en question soit dans les meilleures dispositions d'apprentissage, notamment dans ce qui est de la lutte contre la douleur qui parasitait un petit peu ces apprentissages jusque-là. Donc, c'est quelque chose maintenant qui paraît évident que les parents et les professionnels puissent collaborer. Moi qui suis plus tout jeune dans le métier, ça n'a pas toujours été le cas. On se regardait souvent en chien de faïence. Dieu merci, c'est du passé. Donc, je laisse la parole à Madame Alice Moetti, qui est maman, et à Madame Claire Loire, qui est infirmière de coordination au CHU de Lille. Alors bonjour, je me présente, Alice Moiti, je suis la maman de Sacha. Sacha a 8 ans, il est polyhandicapé, malvoyant, donc avec un parcours forcément complexe. Quand on dit polyhandicap, ça le sous-entend. Sacha est donc... on a compris la défaillance génétique à 7 ans. On y reviendra après sur le parcours. Donc polyhandicapé, c'est-à-dire des apnées extrêmes du sommeil. Sacha s'arrête de respirer 250 fois par heure, d'où est née la coordination et la grande collaboration avec les CHR de Lille qui nous accompagnent pour la ventilation nocturne, qui a été très difficile à mettre en place. On ajoute à cela une cécité bilatérale, une scoliose dégénérative qui impose le port d'un corset garchot à 23 heures sur 24, une alimentation par gastrostomie. Après l'apprentissage de l'alimentation par voie orale, Sacha s'alimente maintenant exclusivement par la bouche. Donc, on a tout appris avec Sacha, on lui a permis d'acquérir énormément de compétences et on a aussi, nous, appris à être parents, parents différents, puisque je suis déjà maman de 2 grands de 19 et 18 ans. Donc, je savais ce que c'était d'être maman, mais pas maman d'un enfant en situation de polyhandicap. Mes autres casquettes sont chargée de mission, père aidance à CESAP, et également formatrice à CESAP où je vante la collaboration parents-famille dans l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. On est vraiment sur une richesse partagée quand on travaille tous ensemble autour du projet et du confort de la personne polyhandicapée. Du coup, moi je m'appelle Claire, je suis infirmière coordinatrice en réanimation pédiatrique. C'est un service où j'exerce depuis 12 ans, d'abord en tant qu'infirmière de soins. Et puis depuis 3 ans, j'ai eu la chance d'avoir un temps dégagé pour la coordination. La coordination autour des enfants qui ont des affections chroniques et qu'on suit dans notre service de réanimation pédiatrique. On a la particularité à Lille de suivre tous les enfants dépendants de ventilation en réanimation. Que ce soit pour la mise en place, pour le suivi, mais aussi dans les situations d'urgence. On s'est vite rendu compte, on en était persuadé, mais on l'a mis en avant, que ces enfants qui avaient des affections chroniques étaient des patients complexes de réanimation, qui dépendaient souvent de soins techniques lourds, avec du matériel spécifique, et surtout qui nécessitaient un suivi global pluridisciplinaire et un soutien indispensable aux aidants. Mon rôle est divers et varié. J'ai plein de casquettes. Je suis un peu un couteau suisse pour les parents et les professionnels de santé. Mais en tout cas, mon but est d'établir, d'organiser, de gérer des liens pour optimiser l'accompagnement médical, sanitaire, social et médico-social de l'enfant et de sa famille, parce qu'on en est persuadé. Et on le montre de plus en plus, un accompagnement optimal passe par une approche individualisée d'une part et une coordination dans le suivi en complément. Alors, en tant que maman aidante, j'ai compris que les apprentissages de Sacha ne passeraient pas par des méthodes classiques. Il a fallu 2 ans pour que l'étiquette de polyhandicap soit posée. Il est passé de très grand prématuré, catégorisé au début face à mes inquiétudes par un grand fainéant qui se mettra au bout de la classe près du chauffage. Force est de constater qu'il n'était pas fainéant, mais qu'il essayait avec
ces difficultés qui lui étaient propres. Et j'ai aussi compris qu'il fallait d'abord soulager pour ensuite lui permettre d'apprendre, parce qu'un corps douloureux, on l'a vu tout à l'heure, on l'a entendu hier, être disponible. On a eu énormément de difficultés à avoir notre fils disponible pour nous dire des choses, pour nous faire comprendre des choses et pour le soulager et travailler sur tout ce qui était apprentissage, motricité fine, éveil. C'est un enfant qui est très dérangé par le sensoriel de par sa malvoyance, mais également tout ce qui est sensorialité auditive au niveau du toucher. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que c'est l'insomnie qui provoque aussi une déstabilisation de tout son équilibre. Il se réveille depuis 8 ans, 10 à 16 fois par nuit. Donc une complexité aussi à gérer puisqu'un niveau de fatigabilité quotidien assez important. On a pu, grâce à Claire, mettre en place une coordination humaine à un moment où entre nous, parents, nous étions dépassés, les professionnels de l'IEM étaient dépassés par la situation et c'est vraiment l'écoute claire, l'écoute vraie, où on a chacun eu une oreille attentive qui a permis de créer des espaces et où on a pu observer et permettre à Sacha de se manifester. En tant que chargée de mission à CESAP, je démontre que les savoirs vécus enrichissent les pratiques et permettent d'ajuster les approches. On est vraiment sur un apprentissage. Là, on fait un petit pas de côté avec cette notion de douleur et de disponible, puisqu'on n'est ni sur les notions d'école, d'âge ou de langage, mais sur vraiment cette idée de rencontre qui permet de. Parcours de co-construction, donc comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un partenariat qui s'est créé avant même la naissance de Sacha, hein, puisque les blouses blanches nous ont entourés avant même qu'il pointe le bout de son nez. Un polyhandicap qui a été marqué par un gros parcours avec énormément de professionnels est le point de départ d'une recherche génétique qui était indispensable pour comprendre le pourquoi. On a cheminé, étape d'acceptation, et il fallait absolument qu'on puisse comprendre, les médecins, pour les médecins c'était nécessaire aussi, pourquoi ce polyhandicap, pourquoi on en est là, sachant que les examens, les IRM étaient normaux. Comment on explique toutes ces difficultés médicales d'un corps alors que ne pas comprendre, c'est pas possible. Donc on a rencontré une généticienne en 2018 qui a le parcours génétique a été très long, beaucoup de séquençage d'exomes, de génome, un parcours complexe avec beaucoup de professionnels, beaucoup d'analyses, et il fallait avoir absolument une réponse pour les professionnels, pour la prise en charge, pour quelle case on coche dans le dossier MDPH, puisque pas d'étiquette, c'est pas de reconnaissance. Et on était encore avec ce fainéant qui allait se réveiller et qui n'était pas forcément handicapé. Donc des droits qui n'étaient pas ouverts pour nous parents. C'était vraiment la quête de sens et je pense que derrière, on a été encore dans notre cheminement d'acceptation ou de résilience parce qu'on n'accepte pas vraiment. On n'a pas le choix entre accepter ou refuser. Donc cette résilience et l'espoir derrière de si on trouve, peut-être qu'on trouvera un traitement et le handicap disparaîtra. Un an génétique, 2023, donc 6 ans après, on nous appelle, on a trouvé, donc convocation génétique au CHR de Lille, et là, l'annonce tombe, origine maternelle, plus de nouveau. Donc origine maternelle pour les parents, très compliqué, pour les mamans, très compliqué. Je suis responsable du handicap de mon fils. Pareil, on revient dans ce cheminement de résilience. Mes gènes, je ne suis pas responsable de mes gènes. J'avais accepté le handicap de mon fils. Est-ce qu'on accepte d'en être la responsable ? C'est une autre question. Une blessure narcissique qui était revenue et un cheminement qui était très compliqué. Quelques mois après, lors d'une hospitalisation en neuropédiatrie où j'avais proposé de passer voir Sacha et ses parents, je fais face à une maman que je connaissais déjà
un peu péchu, mais qui du coup sort un rapport scientifique de sa valise de maman et qui propose au neuropédiatre un traitement parce qu'elle a lu dans le rapport scientifique que peut-être ça pourrait avoir un effet bénéfique sur le sommeil de Sacha. Et qui demande au médecin si on peut essayer et si Sacha est concerné, peut être concerné éventuellement par l'introduction de ce traitement. Donc on passe à une maman qui devient un peu actrice de la stratégie thérapeutique de Sacha, qui se sent écoutée, qui se sent prise au sérieux. Le médecin acquiesce et après un temps de réflexion, évidemment pas dans la seconde, mais rédige une ordonnance. En tout cas, la maman se sent dans un dialogue d'égal à égal avec le médecin. C'est à ce moment-là une nouvelle étape dans le parcours de Sacha propose l'introduction de ce nouveau traitement. On est vraiment bien entouré. Et 2024, ça veut dire que Sacha a 7 ans. Donc il y a vraiment une co-construction dans l'accompagnement qui a été créée. Et ce neuropédiatre qu'il faut aussi mettre en avant, qui m'a écouté. Et voilà, c'est ce médecin qui s'assoit à côté de moi quand il sent qu'on est dépassé. C'est ce médecin qui nous regarde droit dans les yeux. Voilà, on est accompagné. C'est ce médecin avec qui on a rédigé les directives anticipées. Voilà, c'est ce médecin qui a été disponible et qui nous a pris par la main et qui a aussi, je trouve que ça c'était important à souligner, dit vous avez votre frustration parentale. Moi là c'est une frustration médicale d'être face à cet handicap d'origine que je ne connais pas, sachant qu'il n'y a que 19 cas au monde. Donc c'est aussi ce médecin qui dit on va découvrir ensemble, je vais valider médicalement les apports que vous les recherches et c'est tout à fait, ça se tient, médicalement ça se tient, donc on va y aller et je vous rappelle, je vous suis et on voit comment on avance ensemble. Là, donc super déterminé, on fait l'ordonnance et j'arrive le lendemain, pharmacie, je viens chercher le traitement et là on me dit mais pourquoi Sacha est schizophrène? Ben, je dis non, non, il n'est pas schizophrène, il a beaucoup de choses mais la schizophrénie non. Et ils me disent mais au fait ça c'est un traitement pour les schizophrènes donc est-ce que vous trouvez que ça fait pas un peu cobaye? Là il a quand même pas mal de choses. Et là, vu que l'idée venait initialement de moi, mais que j'étais pas dans exécuter les recommandations d'un médecin, j'ai pas pris la boîte. Et je me suis dit, on va réfléchir, je reverrai avec le neuropédiatre et on verra pour en rediscuter. Je pense que ça a remis une question et après je me suis dit, ça fait 7 ans qu'on fonctionne assez bien, malgré qu'on soit quand même très fatigué et que c'était compliqué. Si on n'est pas sûr que ça fonctionne et que ça soulage, c'était même pas une histoire de soulager, hein, c'était un équilibre à trouver. On va revoir prochainement. Moi, je me doutais bien que ça allait pas se passer comme on l'avait prévu quelques heures avant à l'hôpital. Je me doutais bien qu'elle avait dû aller se renseigner un petit peu sur le traitement qu'elle proposait elle-même au médecin. Et du coup, je prends le parti quelques jours après de la rappeler pour savoir comment ça s'est passé, si le traitement a été donné, si le traitement fonctionne, s'il y a déjà des premiers signes positifs suite à l'introduction du traitement. Et puis, je fais face à une maman qui me dit ce qui a été dit à la pharmacie. J'ai pas encore appelé la pharmacie. Sûrement que je le ferai à un moment donné. Et puis, la maman me dit, mais là, ça va. Puis, ça fait 2 jours que finalement, il n'a pas trop mal dormi. Et puis, en fait, là, on est en vacances. Là, on profite. Et puis, c'est pas le moment. Et donc, on respecte le fait que ça soit pas le moment. Ça apporte des nouvelles choses dans la prise en charge, une vision des défis, des joies et des moins joies du quotidien, des contraintes et de l'importance de la dynamique familiale et du respect du rythme familial. Je pense que dans le polyhandicap, ce qui est compliqué, c'est qu'on donne souvent des traitements et nous, en tant que parents,
on n'a pas forcément connaissance de ce qu'on donne tous les jours à nos enfants. Et c'est vrai que j'avais pas vu voilà, ce que c'était un traitement. Et je pense que volontairement, ça n'avait pas été expliqué comme ça, puisque c'était l'effet secondaire, qui était recherché. Donc, j'avais pas du tout pris notion de cet élément-là. Et à la rentrée, je la rappelle parce qu'on s'était dit quand même, on se rappelle à la rentrée, puis on essaye d'avancer ensemble dans l'acceptation et la mise en place de ce traitement. La semaine de la rentrée, je lui demande si elle est prête. Et elle y pense, mais ça n'a toujours pas été fait, en tout cas. Il manque pas grand-chose pour se mettre en route, mais il manquait peut-être cet appel et du coup la cohésion des équipes autour de ça pour l'aider à passer le cap. Le soir même, il doit dormir à l'IEM. Il dort une nuit à l'IEM par semaine. Donc je demande à la maman si c'est pas justement l'occasion que ça soit débuté à l'IEM par les infirmières qui le connaissent, qui vont le surveiller, qui seront là toute la nuit, et surtout des infirmières qui ont vraiment, vraiment l'habitude de donner ce traitement-là. Et donc on se lance. J'appelle les infirmières de l'IEM pour les prévenir. Elles sont même pas au courant que ce traitement doit être introduit parce que ça n'a pas été dit du côté de la famille, mais elles sont complètement partantes pour lancer ça le soir même à l'IEM. Elles appellent d'ailleurs, je pense, maman derrière pour les rassurer aussi la maman sur la faisabilité de cette première nuit sous traitement, et on se lance. Je pense qu'on s'est lancé aussi parce qu'on était revenu sur un épisode du 16 réveils par nuit. Donc forcément, on était épuisés. Je pense que ce qui a été incroyable et une grande première, c'est que c'était le professionnel qui m'a contacté. C'est jamais arrivé. Et peut-être que là, j'ai senti une porte s'ouvrir. Je pense que je m'en suis pas forcément rendu compte moi-même, mais je me suis dit voilà, cette porte-là, il faut absolument y pénétrer. Et ça a été un soulagement aussi de voir, je pense, différents lieux se rencontrer. On n'était pas sur CHR, IEM et domicile. On était vraiment sur une entité globale qui était en train de se créer. Et je pense que c'est cette collaboration-là qui m'a dit, voilà, là, tout le monde est d'accord. C'est pas moi qui a des réponses là, moi qui a des inquiétudes là. Et pour finir, on n'a pas forcément les réponses à nos questions. Là, on était vraiment sur le faire tous ensemble. On essaye, on est vigilant. Et ce qui m'a permis aussi de le travailler avec l'IEM, c'était que eux, ils avaient un regard professionnel. Nous, commencer un traitement avec notre méconnaissance, comment je pouvais savoir si il n'allait pas désaturer, comment je pouvais savoir si il allait bien ou pas, avec notre regard de parent qui n'a pas ces connaissances médicales. Donc là, c'est vrai que ça m'a rassurée de savoir qu'il était à l'IEM, que si ça n'allait pas, mais ça a été. On est resté sur 3 mois, donc après c'est une dose infime, hein, c'est ce qui m'a aussi rassurée. Il faut savoir que c'était le premier traitement qu'on donnait à Sacha, donc je pense que c'était aussi la réticence. Et l'effet qu'on redoutait le plus, c'était un endormissement. On a essayé depuis 7 ans de tenir éveillé Sacha, de le stimuler et d'évoluer. Et là, c'est vrai que la réticence face au traitement, c'était il va peut-être être un peu endormi. Et là, c'était l'appréhension. On a eu de beaux effets pendant 3 mois et décembre 2024. Sacha réagit très bien à tout, mais a une capacité d'habituation aussi à tout. Donc tout a été, voilà, les effets se sont atténués. Et ça a été compliqué. Je pense que ce fameux matin de décembre, où Sacha dort à l'IEM le jeudi, j'ai contacté l'IEM et ce vendredi matin, pour demander comment il avait dormi, comme tous les vendredis matins. Et là, ils m'ont dit, au fait, il n'a pas dormi de la nuit, comme très souvent depuis sa naissance. Et là, je m'effondre. Et là, on me dit, mais Madame Moiti, vous pleurez? Et oui, ça m'arrive de pleurer. Je ne suis pas toujours forte. Donc là, elle me confie que même eux sont un peu dépassés parce qu'ils reconnaissent plus Sacha, parce qu'il est moins souriant, parce qu'il a l'air moins disponible. Donc on était encore sur tout ce qui était apprentissage mis de côté, sur on le met à la sieste plus longtemps. On essaye de tout faire pour retrouver un Sacha disponible. Je raccroche et là je me dis il faut que je rappelle Claire.
Donc voilà, je respire, je me dis, voilà, ne pleure pas, le halo a suffi pour que je me réeffondre une deuxième fois. Et là, je lui ai dit, mais au fait, voilà, nous, on n'en peut plus. L'IEM me dit qu'ils ne savent pas non plus. Au fait, on a énormément de personnes autour de nous, mais je me suis jamais sentie aussi seule qu'aujourd'hui. Donc effectivement, maman appelle, je suis complètement dépassée par ma journée ce jour-là et on me dit, ah, en fait, la maman de Sacha a appelé. Et là, je me dis, ah, je vais pas attendre lundi parce que c'est quand même bizarre que maman elle l'appelle un vendredi. Et voilà, je rappelle la maman qui s'effondre. Et puis ça me fait drôle parce que c'est la première fois que je vois cette maman s'effondrer, que d'habitude c'est plutôt elle qui mène la barque. Je rappelle tout de suite l'IEM, ils sont en grande difficulté, chacun dans leur coin, sans trop de liens, même inter-équipe dans leurs difficultés à chacun. Et puis vraiment, ils me disent, on a appelé la maman hein, pour dire qu'on n'y arrivait plus. Et je me dis, bon, en fait, à un moment donné, il faut mettre tous ces gens ensemble et il faut prendre la force de ce regard partagé entre les aidants familiaux et les soignants pour avancer. En plus, là, on a quand même cette chance d'avoir des parents qui partagent avec les professionnels la connaissance intime de l'enfant, les signaux qui sont un peu imperceptibles pour les soignants parce que on a des regards différents sur la situation. Et du coup, ben, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire mettre en lien. J'entends la demande des parents, j'entends la demande des soignants. Je propose une rencontre à tous les soignants, la plupart des soignants qui gravitent autour de Sacha. Donc c'est pas toujours évident dans des régions comme le Nord d'avoir la neuropédiatre de Dunkerque, l'IEM de Zuidcote, le CHU de Lille, l'AREA de Lille, la neuropédiatrie de Lille. Bon, en tout cas, tout le monde est motivé, tout le monde veut se rencontrer. Tout le monde propose de le réévaluer dans un premier temps, donc entre décembre et janvier, chacun de son côté, chacun avec ses spécificités. Et on propose de faire le point fin janvier sur la situation. Je propose ça à la maman qui dit c'est super, mais alors moi je veux une chose, c'est être là, parce qu'en fait on ne peut pas parler de Sacha sans que je sois là. C'est un exercice dont on a moins l'habitude, même si on le fait de plus en plus. On a beaucoup l'habitude de faire des réunions pluridisciplinaires autour de situations d'enfants, mais les parents, on les a pas toujours. Là, c'était pas un choix, c'était une obligation. Elle m'a dit, ça sera comme ça et ça sera pas autrement. On s'est organisé et on l'a fait, et c'est vraiment toute la richesse de cette rencontre, c'est vraiment de mélanger les regards des soignants et des aidants. Sachant que la rencontre donc s'est fait une partie en présentiel, une partie en visio. Elle s'est faite en 2 temps. Donc un premier moment où l'équipe médico-sociale s'est réunie et ensuite où nous on est rentré dans la salle. Et là c'était pareil. Enfin, on allait déjà un peu mieux. Donc c'était voilà, c'était moins émotionnellement compliqué. On allait mieux, la situation n'allait pas mieux, mais on retrouve de la force, je ne sais pas où, mais on la retrouve. Et je pense que le sourire de Sacha permet aussi, puisque malgré tout ce parcours, on est quand même face à un enfant qui est assez souriant et très dans l'interaction. Donc là, on rentre et on voit tout ce monde réuni pour Sacha. Donc convaincu, oui, convaincu et dépassé comme nous aussi, donc avec notre regard qui est jugé aussi important, aussi intéressant que tous les professionnels et que tous les soignants. On exprime tout. Notre ressenti, notre fatigue, c'est pas forcément de la plainte, c'est aussi d'expliquer c'est quoi le contexte de vie. Voilà, derrière la fatigue de Sacha, il y a notre fatigue. On est 4 à la maison, donc il y a aussi un impact sur toute la famille. Donc voilà, c'est aussi ça, et comment on peut co-construire pour que cet enfant aille bien et qu'on puisse avancer et profiter d'un confort de vie qui lui soit permis.
Là, je ressors un peu ma valise des savoirs que j'ai acquis à travers mes recherches, y compris en ayant validé le diplôme universitaire Polyéducap avec l'INSEI. Donc, pourquoi pas mettre en place le CP, une évaluation commune où on observe tous ensemble. Super idée. J'aurais peut-être aimé qu'elle me soit proposée avant. Je suis aussi parent expert en éducation thérapeutique du patient. J'ai travaillé avec l'équipe Modidol. Donc, on a aussi l'application APO. Donc, je leur suggère aussi une échelle d'évaluation de la douleur. OK, on met en place ces outils. J'aurais peut-être aimé que ça vienne pas de moi et suite à un épuisement qui était extrême. Tous les intervenants ont le même objectif pour Sacha. Apaiser son quotidien, que Sacha retrouve de la sérénité et qu'il puisse lui retrouver des petits objectifs dans son quotidien à l'IEM. On était arrivé à une situation où les éducateurs disaient ça avant il aimait, là on n'y arrive plus. Qui le bloquait vraiment complètement dans ses activités du quotidien. En off, avec le médecin réanimateur, à un moment donné, on se dit, bon, ok, en fait, on a tous l'objectif d'apaisement, de prise en charge de la douleur, de confort. Est-ce qu'on proposerait pas aux parents, la prochaine fois, de les faire rencontrer l'équipe de soins palliatifs pédiatriques du CHU de Lille? Et puis, finalement, la neuropédiatre, en visio, aborde plus facilement le sujet. Et le propose directement à la maman, ce qu'on pensait nous plutôt faire en off, sur un moment plus intimiste que la visio avec tous les professionnels. On rappelle la maman le soir même ou le lendemain pour savoir si... L'après-midi, le jour même. Voilà, si la proposition est bien passée, si elle a pu en parler avec papa, avec le reste de la famille. On se rend compte que la neuropédiatre aussi avait appelé entre-temps. Je pense qu'on était tous un peu perturbés par cette proposition en visio qu'on n'avait pas vu venir. Et puis j'organise une rencontre avec mes collègues avec qui je travaille beaucoup, puéricultrices de l'équipe de soins palliatifs pédiatriques, quelques jours après, sur une hospitalisation déjà programmée en neuropédiatrie. Là, on a été face, alors je me souviens pendant le visio où la neuropédiatre qui nous connaît et je pense qu'elle voyait qu'on était disponible à l'entendre et elle sait comment je fonctionne, donc en capacité de co-construire à ce moment-là, mais elle n'a pas évoqué forcément soins palliatifs. Voilà, on va amener du confort, on va amener une qualité de vie, le corset garchois. Donc là, il avait été aussi décidé, le corset garchois est nécessaire, on va parler plus de confort, donc on va mettre une petite housse. Il y avait beaucoup de choses qui étaient pensées. Et là, donc là, elle me dit, on va vous faire rencontrer une équipe qui va prendre soin et apporter du confort. Et Alice, tac au tac, en fait, c'est Irénée, c'est soins palliatifs, non? Et je pense que le raccourci qu'on fait, c'est soins palliatifs, fin de vie. Et même l'IEM même les professionnels se sont dit, mince, si on en arrive là, on ne pensait pas en arriver à cet extrême-là. Donc là, j'étais ravie d'avoir la casquette de chargée de mission Aide for Poly, donc la plateforme numérique aidant formation polyhandicap. On avait réalisé 3 émissions, dont la 2e qui était prendre soin et soulager la douleur. Et il y avait l'intervention des soins palliatifs de Paris qui abordait cette notion de non, en fait, c'est pas la fin de vie, c'est comment on apporte un confort de vie et comment on embellit cette vie quand le confort n'est plus possible. Donc je l'ai vu vraiment comme une ouverture, et quand ils sont rentrés, ça a été une bouffée d'oxygène pour tout le monde. On s'est posé, ils ont analysé un regard neuf, et de là a émergé énormément de belles ondes, de bonnes énergies, et on a retrouvé cette coordination autour de Sacha, un soulagement, et il faut le dire, Sacha va beaucoup mieux depuis. Donc c'est les soins palliatifs qui sont rentrés dans la boucle, mais aussi toute cette coordination qui s'est mise en place sur un temps où
Voilà, c'était plus possible. On me parlait également de CA. Est-ce que vous travaillez la CA? Moi, je me disais, mais là, c'est pas possible. Je peux pas travailler. C'est quelque chose qui me dépasse. Il n'est pas disponible. J'ai fait des belles rencontres après avec Sabine, avec Sabine qui intervient après. C'est pas un travail de plus. C'est comment on communique. C'est comment un peu tous les jours tu observes. Et ce temps où on a observé, où on s'est mis à la hauteur de Sacha, et on s'est dit, ok, j'arrête d'essayer, j'arrête d'essayer de comprendre pour une fois. Je vais mettre mon cerveau en pause et dis-moi, on va prendre du temps, je vais t'écouter, je vais te toucher, je vais te filmer pour voir ce que tu as à me dire. Et de là, on est reparti sur des apprentissages face à un enfant qui était disponible et une coordination qui s'est mise en place où chacun avait ce regard de oui, là il va bien. Ah, vous avez vu, il recommence à faire ça. Donc on peut retravailler sur ça. Donc là, on est reparti sur des apprentissages. On résume, hein. Présomption de compétences, on l'a entendu, alliance parents professionnels, coordination humaine et médicale, reconnaissance des savoirs parentaux. Je pense que là, c'est vraiment la complémentarité de tous les savoirs qui ont fait de cette prise en charge une réussite. Et cette communication qui permet d'être un levier d'apprentissage. Son corps a parlé, notre expertise fine de notre enfant et l'expertise fine des professionnels ont permis à cet enfant de sortir de ce corps douloureux et d'être de nouveau en capacité de vivre. Côté soignant, je pense que la communication est vraiment le cœur de cette situation. Ça nous permet d'aborder les obstacles et de proposer des solutions face aux obstacles décrits. La confiance mutuelle est évidemment une des clés essentielles. Il faut pouvoir respecter les compétences de chacun, reconnaître la légitimité des rôles des différents soignants, mais aussi des aidants. Il faut et on peut co-construire ensemble les projets aujourd'hui et il faut que les parents soient considérés comme des partenaires. Et on l'a vu dans cette situation-là, mais je pense que le professionnel a vraiment ce rôle d'aidant dans la gestion des émotions, dans la diminution de l'anxiété, dans la diminution de l'isolement. Et en tout cas, on doit pouvoir le reconnaître. Je rajouterai, et je ne l'ai pas écrit, que moi, ce genre de situation, ça m'apporte beaucoup sur le plan professionnel pour mieux accompagner les prochains. Et de mon parcours, comme toujours, je prends de la hauteur et je le partage. On a de la force, on a la chance d'être bien entouré et on veut vraiment le partager auprès de d'autres parents. C'est ce que je disais hier. Parce que voilà, tout ça a été possible parce qu'on a aussi permis de faire certaines choses, mais il y a beaucoup de personnes et de parents isolés à qui on ne propose pas forcément de solution, qui n'alertent pas et qui sont dans un état de détresse extrême et d'épuisement. Pour essayer de conclure, je pense que derrière chaque diagnostic, chaque soin, chaque choix, il y a une personne unique et une famille unique, que la collaboration est une vraie richesse pour l'enfant qui permet une prise en charge plus cohérente et plus adaptée, que cette synergie permet d'énormes progrès aujourd'hui dans les parcours de soins. Il faut continuer à renforcer cette alliance, à créer des espaces de dialogue et de partage. Et on en est persuadé que ce récit n'est pas une exception, mais que c'est un vrai appel à travailler ensemble et main dans la main vers une alliance durable au service de l'enfant. On n'a pas tout à fait fini. Non, là, c'est juste le schéma que j'ai validé dans mon mémoire du diplôme universitaire, donc Esther doit le reconnaître. C'est aussi ce que je présente quand je fais des formations sur l'alliance parents professionnels. C'est au début cet accompagnement qui va être autour de la personne en situation de polyhandicap et sa famille. Et aujourd'hui, si on sort vainqueur de ce parcours fragile, c'est parce qu'on est vraiment un projet de vie qui permet l'apprentissage, parce que la famille n'est pas au centre.
La famille, elle est autour, comme n'importe quel professionnel. Et la personne accompagnée est aussi acteur de son projet. Donc, c'est pas un accompagnement faire pour, penser pour, mais c'est vraiment faire tous ensemble pour construire un projet, pour offrir un confort de vie à la personne polyhandicapée. Et ça, c'est la vraie conclusion, du coup. Voilà, donc le premier outil d'apprentissage, c'est la qualité de la relation. Quand professionnels et parents font alliance, l'enfant, même silencieux, peut commencer à apprendre. Bravo, merci, merci pour cette présentation qui nous prouve que ben, c'est possible, tout simplement. On parle souvent des trains qui arrivent en retard, c'est bien aussi de montrer des collaborations qui se passent bien, même s'il a fallu, j'imagine, pousser quelques portes. Mais effectivement, quand les professionnels, les familles, le sanitaire, qui plus est un CHU, c'est quand même pas rien, et le médico-social se mettent ensemble, voilà, on peut réaliser de belles choses. Bravo en tout cas d'avoir fait ce parcours et bravo à vous aussi, Madame l'infirmière, puisque c'est un duo. Des questions ? Pourquoi il n'a pas été fait appel au DAC? Alors précisez peut-être le DAC, tout le monde ne connaît pas. Le dispositif d'appui à la coordination, qui est là pour, normalement, les professionnels. Nous, on a eu une expérience similaire et on a fait directement appel à ce dispositif et qui a, justement, quand vous disiez c'est très difficile d'aller réunir tous les professionnels des différents endroits, ben, le DAC a pris le temps, puisqu'il est financé pour, a pris ce temps-là de mettre en place toute cette coordination. En fait, je pense que on allait bien, on allait peut-être trop bien. La prise en charge de Sacha a toujours été très fluide depuis sa naissance, que ce soit au CAMS, que ce soit en IEM. Tout a été... voilà, on a caché beaucoup de choses. Beaucoup d'aidants sont aussi pudiques sur les difficultés. Après, je pense que le DAC ne parle pas à beaucoup de personnes et il ne m'a jamais été proposé, comme un suivi psychologique ne nous a jamais été proposé. On peut si je m'étais renseignée, oui, le DAC. Après, je pense qu'on est sur des situations complexes avec des enfants qui ne sont pas forcément accompagnés en établissement. Alors, on a énormément de... Le souci, c'est qu'il y avait énormément de personnes autour de Sacha, mais qu'il n'y avait aucune communication entre tous les acteurs. Donc, chacun pensait que l'autre gérer cette partie-là. Et c'est vrai que nous, voilà, on était entourés, mais isolés, et on s'est trop bien débrouillé. Gastrostomie, en urgence, il s'est arraché le bouton. Il a fallu le changer à domicile avec les frères avant, sinon ça se rebouchait. Le bouton, maintenant, on le change systématiquement. On ne nous propose plus de le changer. Les rendez-vous se sont écartés tous les ans. Donc c'est aussi on est rentré dans une fragilité à trop bien s'en sortir, donc à être moins accompagné. Mais voilà, on n'a peut-être pas assez montré la détresse de notre parentalité différente. Alors le DAC est saisi par les professionnels et par contre pour les parents ou aidants, il y a la communauté 360. Voilà, c'est deux dispositifs complètement différents, mais un est à destination des familles, qui peut être saisi directement par les familles, et le DAC par les professionnels. Ouais, donc il ne nous a jamais été proposé malgré l'épuisement de toute la sphère d'accompagnement. Bonjour, je m'appelle Caroline Brisset, je suis psychologue dans une masse à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Je voulais vous remercier pour votre intervention que je trouvais très émouvante et intéressante. Et je voulais, souvent je dis, enfin c'est plus un témoignage, mais souvent je dis aux familles qu'elles sont les plus compétentes pour accompagner leurs proches, souvent c'est leurs enfants. Et je trouve que, et du coup il y a souvent une... je leur dis aussi, les professionnels ne feront pas mieux que vous. Ils feront différemment, mais ils ne feront pas mieux que vous parce qu'il y a une attente des familles un peu inconsciente qui est que les professionnels fassent aussi bien. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas acquis une compétence ultra spécialisée pour une personne. On est sur une compétence globale.
pour accueillir des personnes en situation de handicap, tandis que les familles, on est sur une compétence hyper développée, individualisée, personnalisée. Et quand je leur dis, et je trouve que votre témoignage, il montre que c'est la collaboration, à quel point elle est déjà possible et à quel point elle est nécessaire de mettre en lien ces compétences spécialisées, hyper développées des parents, de la famille, comment on peut l'articuler, le mettre en lien avec les professionnels pour que du coup les projets, enfin les idées d'accompagnement, de soins puissent se mettre en place et se développer. Et je trouvais que vraiment, enfin voilà, on voyait à quel point c'était possible et comment c'était possible à travers votre témoignage. Donc merci et bravo. Merci. Je pense que c'est vraiment l'idée de la rencontre où on se rencontre et on connaît ce que fait l'autre et quelles sont ses limites. Peu de parents savent ce que c'est l'institutionnel et peu de professionnels vont au domicile pour aussi voir la réalité des familles. Et de l'autre côté, beaucoup d'hôpitaux rencontrent nos enfants dans un monde qui n'est pas le leur, donc avec un comportement qui est totalement différent. Et là, le fait de se rencontrer, de faire ensemble, c'est vraiment regarder cet enfant dans plusieurs contextes de vie. Donc c'est vrai que ça a été les paillettes qui ont été diffusées de ce parcours qui initialement était assez brutal. Mais voilà, sans ça, je ne sais pas comment on aurait pu s'en sortir. On l'aurait fait, hein, puisque de toute façon on n'a pas le choix. Mais c'est vraiment ces rencontres. Pourtant ça faisait 7 ans, mais on s'est rencontrés une fois qu'on s'est accordé ce temps de voilà, on s'arrête pour discuter, pour voir ensemble. Allez, une dernière question, sachant qu'on pourra poursuivre les échanges sur le temps du déjeuner. C'était pour savoir si vous proposiez des formations, du coup, justement en lien avec la paire aidance, avec des supports et des témoignages dans les institutions. Oui, alors des formations avec ces formations, hein, donc sur l'alliance parents professionnels. Donc là, la première a eu lieu il y a 2 mois, avec une satisfaction, un retour incroyable des professionnels, où je fais vivre aussi des mises en situation sur le moment de l'annonce, les outils, où on arrive vraiment sur une imprégnation de la réalité du parent. Aussi ce cheminement de résilience où on part on démarre du déni, on passe par la colère, le marchandage, on va mieux mais on est en dépression. J'ai été aussi face à des professionnels qui me disaient merci, parce que nous, quand on s'adresse à des parents, quand on s'adresse à eux, puisque c'est rare, à part les cahiers de vie, on n'a pas forcément de temps de disponibilité, et on s'occupe des enfants, donc s'occuper des parents, c'est compliqué aussi. Pour le peu qu'ils aillent mal ou qu'ils soient en colère, qu'est-ce qu'on en fait ? Et cette question, on ne comprend pas comment on peut encore être dans j'accepte pas le handicap alors que le gamin il a 30 ans. Au fait, c'est des annonces, c'est des transitions, c'est notre enfant qui devient majeur mais qui ne passera pas son permis, qui n'aura pas de travail, qui ne deviendra pas papa. Voilà, c'est tout des rappels à la réalité de l'enfant et du deuil de l'enfant attendu qu'on doit refaire à chaque étape de vie. Donc vraiment, on travaille sur ça, et comment la communication non violente. Une annonce, donc quand je fais cette mise en situation sur l'annonce, c'est comment on peut la revivre pour que le contexte, l'environnement soit plus bienveillant. Voilà, l'annonce reste compliquée, mais dans un environnement qui permet d'accompagner. Et voilà, comment on peut être tous en reconnaissance les uns des autres pour travailler ensemble. Et c'est vraiment 3 jours qui sont très bénéfiques sur qu'est-ce qu'on a à apporter les uns des autres dans ce parcours adulte ou enfant. Bien, je pense qu'on peut encore vous applaudir. Merci et bravo. On a exactement 1 heure pour déjeuner, ce qui est largement suffisant. Je vous invite vraiment à être présent à l'heure, à 13h30, pour reprendre la dernière demi-journée. Je compte sur vous.